Alors nous allons continuer la suite de notre propos. Donc la dernière fois, nous avions parlé de la valeur du travail, ce que le travail euh, valait aux yeux de Dieu, valait en lui-même, vous voyez, dans la hiérarchie des biens humains. Cette fois-ci, je vous propose de parler de l'aspect humain du travail, qui va nous introduire à mon propos suivant, à la conférence suivante, que je commencerai peut-être d'ailleurs dès aujourd'hui, ça dépend, qui sera le système corporatiste, qui est essentiel pour établir un système euh, économique catholique. Je voudrais aussi replacer... Ah voilà. Bienvenue Hilaire. Excusez-moi pour le retard, excusez-moi messieurs, c'est C'est pas pas facile grave, de me c'est bon, on comprend. En plus, c'est la première fois qu'on se met sur Skype là, il faut prendre un petit peu la mesure des choses. Bien, Bon, je partage le lien sur le WhatsApp comme ça voilà, ça aura voilà, plus très bien. facile. Hubert, si tu peux le faire en haut, tu seras peut-être plus rapide que moi. Donc je voudrais aussi resituer et profiter de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est un moment historique exceptionnel. Et là, je ne mets pas d'emphase. Il faut quand même réaliser que c'est la première fois dans l'histoire des hommes que toute la planète s'arrête de travailler en même temps et se met en confinement. Alors même si pas tous les hommes, mais je crois que c'est les 2 tiers des hommes qui restent confinés. En gros, ça fait quand même quelques milliards, hein. Donc c'est du jamais vu. Et cela va avoir des conséquences dramatiques, c'est-à-dire que les économies des pays vont s'effondrer. Alors, vous avez 2 tendances, comme à chaque fois, en suivant les tempéraments, soyez les optimistes et vous avez les pessimistes. Alors les pessimistes, qui vous bordent du noir, vous disent mais voyez, c'est fini, c'est la fin du monde, euh, c'est terminé, tout va s'écrouler, on va plus rien avoir à manger. Euh, oui, c'est vrai, et c'est souhaitable d'ailleurs, hein. Il y a une famille qui arrive là, non pas par manque de nourriture, hein, mais vous savez, enfin je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vous rappelle que les éléments de base de la nourriture, comme le sucre, la farine, donc le blé, le riz, etc., euh, vont manquer parce que, non pas que ils manquent en quantité, mais ils vont manquer parce que ils sont objets de transactions en bourse. Ils sont cotés sur le marché. Donc, le principe du marché, c'est la confiance ou la panique. Et là, en ce moment, c'est la panique avec ce qui se passe. Panique parce que les conséquences sur les transports, sur les entreprises font que ils paniquent, donc ils font des stocks. Donc il manque absolument pas de blé. Mais le blé ne va pas être vendu parce qu'ils sont dans des stocks. Et on fait monter les prix. Voilà. Donc ça va provoquer des mouvements sociaux terribles. Bref. Et on peut continuer comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à égrener les catastrophes qui vont arriver. Mon propos de cet après-midi, ça va être de vous montrer que les catastrophes en question, c'est une gigantesque opportunité, que c'est prévu et organisé par le bon Dieu pour purger, je dis pas purifier, hein, je dis purger le système économique libéral, qui est obèse, exactement comme la plupart des Américains. Et ils sont énormes, ils sont gavés au McDo et
comment ils appellent ça, la big burger, les frites, ketchup. Ça, c'est le système libéral économique et donc il faut faire une cure d'amaigrissement, il faut faire un jeûne. C'est quoi un jeûne? C'est qu'on arrête de manger. Donc, le bon Dieu, voyez, en faisant s'écrouler le système libéral, dans ses propres principes de marché, va provoquer un jeûne planétaire. Voyez. Donc, justement, ceux qui ont la vertu, l'ascèse, ils savent qu'ils peuvent rester sans manger 15 jours sans problème. Hein. On ne va pas mourir parce que vous êtes 20 jours sans manger. On va peut-être souffrir, c'est autre chose. On va souffrir, on ne va pas mourir. Et donc, nécessairement, on peut obtenir des mois et des mois en mangeant peu, mais en mangeant bien, et en mangeant des choses riches. Voilà. Donc, qu'il y ait une famine cette année qui vient, on doit voir ça avec vraiment sérénité. Oui. Tais-toi! Silence! Ça suffit, là-bas! On doit voir ça vraiment avec sérénité. Donc, comprenons bien que la crise qui est là va apporter avec elle une multitude de bienfaits que nous allons énumérer dans la confiance. Et ce que n'auraient jamais pu faire les hommes par eux-mêmes, ou un gouvernement, ou même quelques gouvernements, le bon Dieu le fait par l'intermédiaire des méchants, parce que pas non plus dire que c'est le bon Dieu qui organise ça, c'est les méchants qui organisent ça, c'est les ennemis de Dieu qui organisent ça, d'accord? Mais Dieu se sert de ses ennemis, Dieu se sert du démon pour construire ses œuvres. Hein, toujours, toujours. D'où l'adage populaire, le diable porte pierre. Et c'est ça que ça veut dire. C'est que Dieu fait toujours servir le démon à ses plans. L'article que je vais commenter ici est un article de la revue Verbe, comme la dernière fois, hein, qui était la revue de la Cité catholique, hein, dans les années 50, qui s'intitule Pour un travail humain, Verbe numéro 16. Tant que l'esprit de la société moderne restera ce qu'il est, et justement, avec la crise qui vient, il ne peut pas rester ce qu'il est. Mais tant qu'il est ce qu'il est, il n'y aura pas de réforme institutionnelle possible. Entendez par là que les fruits des meilleures réformes seront insuffisants. Ils ne pourront parvenir à procurer cette paix, ce repos des âmes et des cœurs, hors desquels il ne saurait être de santé sociale. Il ne suffit pas d'avoir un bon chef d'État catholique, une constitution catholique. Hein. Tous ces catholiques qui s'imaginaient parce qu'ils allaient voter Le Pen. Alors, une fois que Le Pen il sera au pouvoir, tout irait bien. C'est totalement faux. Totalement illusoire. Et heureusement que les Le Pen ne sont jamais arrivés au pouvoir. Hein. Ça aurait été catastrophique. Il fallait attendre que non pas tout le peuple, parce que ça c'est utopique, c'est pas possible, mais une grande partie du peuple français change sa mentalité. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que justement, l'écroulement de l'économie et le confinement commencent déjà à faire changer les mentalités. Les gens prennent conscience que l'être humain doit être au centre de la vie professionnelle, de la vie sociale, de la vie économique. Et c'est ça qu'il faut, par là où il faut commencer. Voyez. Tout le reste est totalement illusoire. Vous pouvez faire les meilleures corporations, vous pouvez faire des pèlerinages toute l'année si vous voulez avec les entreprises. Vous pouvez consacrer toutes vos entreprises. Si le peuple reste imbu des principes d'économie libérale, il y aura des résultats. Évidemment, ça ne sera pas sans résultats, mais vous ne changerez jamais la société. C'est pas possible. Pour changer une société, il faut que la majorité des gens quittent les principes de l'économie libérale. La seule soif de jouissance, l'envie, tant que tout cela possédera le plus grand nombre des âmes, tout ordre politique
même la meilleure des monarchies, sera d'une inquiétante fragilité, sera renversée du jour au lendemain. On a eu des restaurations monarchiques, hein. On a eu Louis-Philippe, on a eu quoi, enfin les autres, la Charles X, etc. Ça a été balayé par des révolutions. C'est pas le fait qu'il y ait un roi de France sacré à Reims qui fera quoi que ce soit qui empêchera la révolution d'avancer. Il faut que derrière, il y ait un peuple qui adhère à des principes catholiques. Aussi bien Léon XIII avait-il pris soin de donner comme base à son étude sur les salaires dans l'encyclique Rerum Novarum, que je vous encourage à lire, les besoins du travailleur sobre et honnête. Et, les deux vertus qui font la prospérité d'un pays catholique, c'est la sobriété et l'honnêteté. Les plaintes de ceux qui se plaignent de ne pas joindre les deux bouts sont étonnantes quand on connaît par ailleurs leur train de vie. Tout en se plaignant, ils ne s'arrêtent jamais à l'idée que leurs achats compulsifs sur Internet ou dans les magasins n'est pas indispensable, que le cinéma hebdomadaire n'est pas un des besoins premiers de notre nature. Et on pourrait multiplier comme ça la liste des dépenses de nos consommateurs acharnés. Acheter un iPhone à 800 € pour soi, pour sa femme, et même il y en a qui ont la folie d'offrir ça à leurs enfants. Vous voyez, ça fait 2000, 3000 € uniquement dans les téléphones, sans compter les abonnements mensuels. Et on se dit après, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Et on est dans un monde de fous. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourra jamais atteindre les deux bouts. Vous comprenez? Évidemment, et puis on est frustré. On a du mal. Puis là, on est en train d'économiser parce que là, je veux m'acheter... faut que je m'achète une nouvelle Jaguar, j'en ai déjà 3 dans mon garage, mais je veux une 4e Jaguar ou une Lamborghini, vous comprenez, il faut qu'on économise, là on a du mal, hein, c'est dur en ce moment. Vous voyez, tant qu'on tiendra ce genre de langage, voyez, on est chez les fous. Il n'y a pas de solution possible. Non qu'il soit question de contraindre les gens aux degrés les plus hauts, de l'ascèse ou aux austérités de la vie monastique. Il n'est pas question non plus de transformer tous les pères de famille en moines. Hein, d'accord ? Nous voulons simplement dire qu'il est urgent que l'on reprenne conscience de la véritable hiérarchie des biens humains, en se gardant de désirer le superflu à l'égal du nécessaire. Et c'est pour ça que le contexte aujourd'hui est tout à fait favorable justement à revenir à ce sens de l'essentiel. Si l'on persiste à nier ces évidences, inutile de se pencher sur les problèmes du travail. Considérons-les comme insolubles. Rien ne pourra apaiser la soif de jouissance des âmes décidées à se perdre. Ce sont bien souvent ceux qui gagnent le plus qui se plaignent le plus d'atteindre difficilement la fin du mois. Les solutions ne pourront jamais faire que se remplissent des tonneaux percés. C'est sûr, hein, vous pouvez remplir d'eau, au bout d'un moment, très vite, il se videra, il faudra remplir de nouveau. La fièvre subsistera, la décomposition continuera. Quand l'esprit de pauvreté a totalement disparu, autrement dit, quand les vertus chrétiennes cessent d'animer le corps social, les institutions ne maintiennent plus qu'un cadavre qui, tôt ou tard, s'affaissera complètement. Donc d'où la nécessité, même pour les ouvriers comme pour les patrons, pour les ingénieurs comme pour les artisans, de faire les exercices spirituels de Saint Ignace, où justement on va apprendre cette mesure
d'utiliser les biens autant que, pas plus que, autant qu'ils peuvent me mener à la fin de ma vie, qui est d'aimer, de louer, d'adorer et de servir Dieu, hein, et de m'en détourner autant qu'ils sont nuisibles à cette fin. Bon. Une fois qu'on a cette mentalité catholique, il y a deux principes qu'il faut avoir à l'esprit, et cela dès maintenant, pour que à votre niveau, vous luttiez, que vous, que vous rayonnez autour de vous. Donc l'amour du travail bien fait. Toute la société catholique repose sur le travail bien fait, sur le travail qualitatif, et non pas sur le travail quantitatif. L'économie libérale, justement, est basée sur le quantitatif, et non pas sur le qualitatif. Donc de grandes quantités de choses médiocres qui vont se casser très vite, qui devront être rachetées très vite. Et donc l'économie libérale est basée sur la consommation, est basée sur le pouvoir d'achat. Tandis que la société catholique est basée sur le qualitatif, c'est-à-dire des objets de qualité qui vont durer longtemps, et donc qui ne demanderont pas des dépenses énormes sur le long terme, qui demanderont de grandes dépenses, oui, au moment de l'achat. Des objets de qualité coûtent cher. Vous ne pouvez pas acheter des objets de qualité pour 2 euros 2 centimes. C'est pas possible. Voyez. Donc ça demande effectivement peut-être du délai qu'on économise. Et une fois qu'on a acheté le bien, on sait qu'il va nous durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, on est tranquille. Voyez. C'est comme ça que fonctionnaient nos ancêtres. Et il faut rétablir donc cette différence, voyez, entre le travail qualitatif et le travail quantitatif. Quand on étudie les répercussions de la suppression des corporations par la loi Le Chapelier, il est habituel de n'en souligner qu'un aspect. Les ouvriers furent mis à la rue et livrés désormais à la merci de leurs employeurs. Et ceci est vrai, mais ce n'est pas l'essentiel du dommage qu'a causé la loi Le Chapelier. Les corporations, une fois dissoutes, ce n'est pas le seul antagonisme des patrons et des ouvriers qui prit rang d'institution, mais encore l'antagonisme des patrons entre eux. Et on voit trop le problème uniquement ouvrier-patron. Suppression des corporations, les pauvres ouvriers sont livrés à eux-mêmes. C'est un aspect du problème. Mais le pire, le plus grave, et qui va avoir justement des conséquences absolument dramatiques sur les ouvriers et les employés, c'est que l'absence de corporation va débrider la concurrence et déclarer une guerre permanente entre les patrons eux-mêmes, qui vont se faire une guerre à mort. Et dans cette guerre à mort qui n'a plus de règles, qui n'a plus de loi, alors les patrons sont libres d'exploiter leurs ouvriers, libres d'imposer des règlements inhumains, libres d'augmenter les heures de travail sans limite, libres de licencier comme ils veulent, libres d'utiliser tous les moyens pour éliminer la concurrence. Ça, c'est le monde libéral moderne. D'où cette phrase du pape Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno, ceux-là seuls restent debout qui sont les plus forts, ce qui souvent revient à dire qu'ils luttent avec plus de violence, qui sont le moins gênés par les scrupules de conscience. Ce qui transforme les chefs d'entreprise en requins. Des requins qui mangent tout ce qui leur est inférieur et qui se battent à mort avec leurs égaux. Dans cette guerre, les salariés vont être engagés comme des hommes de troupe. C'est assez dire qu'ils seraient les premières victimes. Bien sûr, c'est eux qui sont envoyés
au casse-pipe. Parce que le patron, lui, il a un parachute doré, donc il part avec des millions, hein, pour beaucoup. Et ce sont les ouvriers qui restent sur le carreau. Pour mieux résister à ses concurrents, c'est un travail de brute que le patron allait être obligé de demander à ses employés. Paradoxalement, l'artisan d'autrefois travaillait beaucoup plus que l'ouvrier moderne. Il n'avait pas il n'avait pas de congé payé. Et il travaillait dans des conditions beaucoup plus dures que les ouvriers d'aujourd'hui. D'où vient, néanmoins, ce sentiment profond qui nous porte à croire que, dans leur ensemble, les travailleurs d'autrefois avaient un sort plus heureux que celui des travailleurs d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus heureux que les ouvriers d'aujourd'hui. D'où vient cette différence alors que leur vie était beaucoup plus dure? C'est qu'il existe deux sortes de travail. L'une quantitative, l'autre qualitative. Produire toujours plus vite, à un prix toujours plus bas. D'où le rôle sans cesse plus tyrannique joué par la machine. D'où l'homme-machine et le robot moderne. Le travail à la chaîne, où le même geste mécanique se répète inlassablement, de plus en plus vite. Et comme l'homme finit par fatiguer, l'homme prend des congés maladie, ça coûte cher à la société. Donc, on va remplacer l'homme par un robot qui va beaucoup plus vite, qui se met jamais en grève, qui tombe jamais malade. Bon, bah, il y a de la maintenance régulière, évidemment. Mais tout de suite, il y en a un autre qui prendra sa place et qui travaillera au même rythme, sans s'arrêter, jour et nuit, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si la seule loi, si le seul objectif de la société, c'est de produire beaucoup, alors effectivement, il faut mettre en place des robots qui vont remplacer l'homme. Dans ce contexte, il n'y a aucune satisfaction dans le travail. Ni le goût, ni l'adresse n'y ont de place. Travail de brute. Travail inhumain, donc immoral, parce que l'esprit, l'intelligence, la pensée n'y ont aucune part. S'il s'agit juste de visser des boulons, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour ça. Donc, on ne demande plus à l'ouvrier de penser son objet, l'objet qu'il va fabriquer. C'est ce que très bien exprimé Taylor, l'Américain qui était à l'origine justement du travail à la chaîne. Il disait aux ouvriers, on ne vous demande pas de penser, il y a des gens qui sont payés pour le faire. Donc vous ne pensez pas. Vous tournez les boulons et c'est tout. C'est réduire, vous voyez, les ouvriers des esclaves et moins que des esclaves, parce que il y avait même des esclaves dans l'Empire romain, dans le monde antique, à qui on demandait justement de faire jouer leur intelligence, leur adresse, leur agilité, leur sens artistique, etc. Il n'y a même plus ça dans l'industrie moderne. Donc l'ouvrier est moins qu'un esclave de l'Empire romain. Alors pour redonner le goût du travail, l'amour du travail, il faut redonner l'amour du travail bien fait, intelligemment fait. Donc il faut organiser le travail avec sagesse. C'est l'intérêt qui mène les hommes. Retenez bien ça, c'est un principe fondamental. Universel. C'est toujours l'intérêt qui fait agir les hommes. Fussent-ils moines, fussent-ils prêtres. Oui. L'intérêt, c'est le moteur de la vie sociale, de la vie religieuse. Vous enlevez aux hommes l'intérêt,
ils ne feront plus rien. Et vous allez me dire, mais les prêtres, les moines, ils sont désintéressés. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont négatifs. Ils sont intéressés. Attention. Ils sont intéressés à quoi? À sauver leur âme? Aller au ciel? Ça, c'est un intérêt. Vous voyez? Si il n'y a aucun intérêt, s'il n'y a aucune récompense à ce qu'on fait, ni surnaturel, ni naturel, à quoi bon agir? À quoi bon se sacrifier? À quoi bon souffrir? C'est pas la peine. Donc il y a forcément un intérêt. Et ceux qu'on dit être désintéressés ne sont que ceux qui poursuivent des intérêts supérieurs. Et en particulier des intérêts surnaturels, des mérites pour le ciel. Oui. Mais un bon monastère, un bon diocèse, une bonne congrégation religieuse, elle ne fonctionne que si ceux qui la composent allient les intérêts surnaturels aux intérêts naturels, à une reconnaissance, une satisfaction dans le travail qu'ils font. Parce que même des monastères, et même parmi les plus brillants, moi je pense à Cluny, je pense à Clairvaux, vous voyez, qui étaient des grands monastères bénédictins, ils ont connu leur décadence, et ils ont connu la destruction. Et pourtant, il y avait des milliers de moines dans le monastère. Vous voyez. Donc, tant que les hommes avaient trouvé leur intérêt naturel et surnaturel, cela a été des ordres absolument magnifiques, resplendissants, fleurissants. Le jour où il n'y avait plus d'intérêt naturel, la tiédeur venant, l'intérêt surnaturel s'amenuisant de plus en plus, oui, ils sont tombés en décadence, ils ont fini par disparaître. Donc il faut toujours agir dans l'intérêt des hommes qui y travaillent, pour vous ou avec vous. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'un intérêt personnel ne sera efficace que s'il y a une institution qui garantit ses intérêts dans la justice. Et il n'y aura d'institution qui garantisse ses intérêts dans la justice que si cette institution-là est catholique. Si elle est ordonnée elle-même, voyez, au bien suprême qui est le bien commun des hommes, qui est la béatitude, la vie éternelle. Deuxième principe, donc là, le principe que nous venons de voir, c'est le principe de l'intérêt pour le travail bien fait, qualitatif. Non, deuxième principe, c'est la concurrence. Vous pouvez effectivement comprendre qu'il n'y a pas de vie sans concurrence. La concurrence, c'est la loi de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une compétition inévitable entre les hommes pour devenir meilleurs. Alors cette compétition, soit elle est humaine et réglée, soit elle est bestiale et déréglée. Soit c'est la vertu de la vie chrétienne en société, soit c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort qui sans foi ni loi. J'écrase tous ceux que je peux écraser. Donc, ce que nous devons faire dans la reconstruction qui vient, c'est humaniser la concurrence. Ce n'est pas l'éliminer. On n'éliminera jamais la concurrence. Il faut humaniser la concurrence. C'est-à-dire faire en sorte que cette lutte soit moins quantitative que qualitative. Il ne s'agit pas d'éliminer les autres, il s'agit d'être meilleur qu'eux. C'est-à-dire, il s'agit de produire des objets qui sont meilleurs que l'entreprise d'à côté. Voilà. Ce qui forcera les autres forcément à s'améliorer aussi, parce que sinon ils n'auront plus de clients. C'est tout. Une saine organisation de l'économie permet de réduire considérablement le jeu de cette concurrence sans frein du libéralisme. Ne pouvant plus jouer au moment de l'embauche du personnel,
réduite un peu plus loin par les conventions collectives de prix envers les différents groupes professionnels. Donc ça, on avait vu ça la dernière fois, hein, le juste prix. Donc si les prix sont encadrés par la loi, si l'embauche est encadrée par la loi, en particulier donc les règlements des corporations qui limitent, vous voyez, le chômage sauvage ou les licenciements sauvages, ne pouvant plus se donner libre cours dans le sens quantitatif d'une production à outrance, la concurrence, pour ainsi dire, changerait de plan, devenant surtout une concurrence de qualité. C'est à l'esprit, au goût, à l'adresse, à l'agilité, au talent que reviendrait désormais la primauté, car c'est par là que le fruit du travail de l'ouvrier ou de l'artisan pourrait être l'objet d'une préférence. Vous voyez ? Donc ça, c'est tous les bienfaits, ce sont tous les bienfaits des corporations que d'organiser une émulation entre les métiers, entre les entreprises, pour faire du travail de qualité. Donc du travail de qualité qui dure. Vous comprenez que mécaniquement, cela s'oppose à la quantité, puisque c'est de qualité et que cela dure, il n'y a pas besoin de le racheter tous les 2 ans. Donc forcément, on diminue la quantité. On sort de la société de consommation pour entrer dans la société de qualité. Vous voyez, la concurrence qui est à la base du système libéral n'est pas mauvaise en tant que concurrence, elle est mauvaise dans le sens où elle n'est pas cadrée, elle n'est pas gérée, elle n'a pas de limite donnée par les hommes. Eh bien, c'est la même chose pour la machine. Les machines, et vous pouvez transposer le raisonnement sur les ordinateurs, sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle. La machine n'est pas mauvaise en elle-même. La machine ne devient mauvaise que lorsqu'elle remplace l'homme. Lorsque la machine est mise sagement au service de l'homme, qui s'en sert comme un outil, la machine est bonne. La machine est utile. Ça, c'est fondamental, parce que nous avons dans nos milieux des gens absolument radicaux qui constatent effectivement, comme nous, les méfaits de la société libérale, et donc ils veulent tout supprimer pour revenir à la charrue, voyez, pour revenir à la voiture à cheval du Moyen-Âge, et éliminer l'électricité, par exemple. Donc éliminer l'électricité, éliminer le nucléaire, éliminer la technologie, éliminer les ordinateurs, éliminer tout, et revenir pour vivre comme au bon temps du Moyen-Âge. Ceux-là sont des utopistes. C'est la porte ouverte à la folie parce que c'est la négation de la réalité. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est la sagesse qui va utiliser les moyens de notre époque au service des hommes et des métiers. Voilà ce que disait Pie XII. Non, le progrès technique ne détermine pas comme une loi fatale et nécessaire la vie économique. Il est bien vrai que trop souvent, il s'est plié devant les calculs égoïstes, avides de grossir indéfiniment les capitaux. Pourquoi ne se plierait-il pas aussi devant la nécessité d'assurer la propriété privée de tous, pierre angulaire de l'ordre social? D'ailleurs, la technique ne doit pas commander à l'homme, mais l'homme à la technique. Donc, les machines, la technique, la technologie, l'informatique doivent être mises au service de l'homme pour lui être utiles et non pas le détruire et prendre sa place. Considérons quelles raisons nous poussent à recourir à la machine. Quels sont les avantages qu'elle nous offre? Premier aspect, éminemment qualitatif, toujours. Certaines machines
se présentent comme des instruments susceptibles, par leur précision mécanique, de fournir un travail extrêmement juste et régulier que l'homme ne saurait exécuter par ses seuls moyens. Elles apparaissent ici comme des aides, comme des auxiliaires. Évidemment, la précision et la rapidité des calculs de l'ordinateur, alliés par exemple à la précision des lasers, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'industrie, permet de faire absolument des merveilles. Et il n'est pas question de se priver de ces technologies modernes qui nous permettent de faire des choses absolument magnifiques. Autre aspect, certaines besognes fastidieuses ou ingrates peuvent leur être confiées. Les hommes peuvent donc être libérés, qui se consacreraient à des travaux moins déprimants. Ici encore, elle ne cesse pas d'être au service de l'homme. Alors, si vous voulez, qu'on construise des robots pour construire des voitures, construire des, je sais pas moi, des maisons, ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci pour ça, dans la mesure où, vous voyez, on l'utilise avec sagesse et où c'est un homme qui utilise ses moyens pour faire un objet dont il a conçu les plans, dont il a conçu l'ensemble et dont il va être fier de pouvoir le vendre sur le marché et même de pouvoir hisser son entreprise dans les premières places à cause de la qualité de son travail grâce aux machines, quelles qu'elles soient. La machine, l'ordinateur, le robot, en soi, peut tout à fait valoriser le travail de l'artisan. Tout dépend comment ces choses sont utilisées. Et le système libéral va justement utiliser la machine dans une structure qui va forcer chacun à lui demander plus de rendement, plus de vitesse, plus de quantité. C'est pas la machine qui fait ça. C'est pas la faute de la machine. C'est la faute de l'homme. C'est pas la faute de l'homme qui est derrière la machine. C'est la faute de l'homme qui dirige, c'est la faute des hommes qui dirigent la société et qui exigent cette vitesse, ces rendements, ces quantités. Il suffit que ceux qui dirigent la société deviennent sages et la machine sera très utile pour l'artisan dans son travail. C'est tout. C'est pas une question de machine, c'est une question de dirigeants, de sagesse ou de folie des dirigeants et du système économique qu'ils mettent en place. Système économique de la quantité ou système économique de la qualité. Et l'expérience montre que psychologiquement, humainement, le travail d'un ouvrier d'une entreprise, par exemple du luxe actuel, où chaque pièce est l'objet de soins minutieux, soit le même travail, on ne pourra pas nous faire croire que ce soit le même travail que celui d'un mécanicien ou d'un ouvrier spécialisé d'une usine où tout est fabriqué en série à une cadence excessive. Oui. Et ça, vous pouvez en parler avec Pierre Loïc, qui a travaillé chez Vuitton. Les ouvrières de chez Vuitton travaillent au laser avec des ordinateurs, réglés par des ordinateurs. La découpe du cuir pour les sacs se fait à des dimensions de précision de moins d'un millimètre, pour vous dire. Et les ouvrières qui sont très bien payées dans ces usines-là sont tout à fait épanouies dans leur travail parce qu'elles font de beaux objets. Voyez. Donc la plus haute technologie moderne sert à leur épanouissement. Ça, c'est un exemple vécu, c'est du concret. On ne raconte pas des théories en l'air. Hein. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc d'un point de vue strictement humain, la machine ne signifie rien. Tout dépend de l'emploi qu'on en fait.
Le libéralisme lui demande d'accroître et d'accélérer la production. Sans négliger cet aspect, rien n'apparaît qui interdise d'instaurer un ordre économique tel que chacun s'y trouverait contraint de demander surtout à la machine les ressources qualitatives d'un travail mécanique plus précis. Se finit en un mot que nos seules possibilités manuelles sont incapables de rendre. Donc la machine est là pour rendre les choses plus parfaites. Attendez, fou. Maintenant, quelle perspective pour l'avenir? Je vais vous citer un texte encore du pape Pie XII, un discours du 1er juin 1947. La richesse économique d'un peuple ne consiste pas proprement dans l'abondance des biens, mesurés selon un calcul purement matériel, mais bien plutôt dans ce qu'une telle abondance présente et fournit efficacement comme base matérielle suffisante pour le développement personnel convenable de ses membres. Et c'est là tout le changement de perspective. Vous voyez, c'est pas uniquement de la quantité de produits, mais c'est de l'épanouissement, de l'enrichissement personnel des ouvriers des artisans. Là, pour le coup, vous voyez, on parle beaucoup plus d'artisans que d'ouvriers parce que l'artisan, c'est quelqu'un qui met en exercice un art. Voyez. Et pour exercer cet art à la perfection, eh bien, il a aujourd'hui des outils quasiment parfaits, vous voyez, de informatique ou de laser ou de choses comme ça, qui lui permettent de faire des choses extrêmement sophistiquées, précises et belles. Si une telle distribution des biens n'est pas réalisée, ou qu'imparfaitement assurée, le vrai but de l'économie ne serait pas atteint. Oui, de fait, il n'est pas atteint. Quelle que fût l'opulente abondance des biens disponibles, le peuple ne serait pas riche, mais il serait pauvre. Et nous vivons dans une abondance d'objets de mauvaise qualité. Donc, les ouvriers qui le produisent et les consommateurs qui les utilisent ne sont pas heureux, ne sont pas satisfaits, parce que ce sont des biens de mauvaise qualité. Faites au contraire une juste répartition des biens, qu'elle soit effectivement réalisée de manière durable, donc de qualité, c'est durable, et vous verrez un peuple, bien que disposant de biens moins considérables, devenir et être économiquement sain, donc en bonne santé économique. Fin de citation. Ça, c'est la clé de la société catholique. Voyez. Mais pour ça, il faut que les gens, que le peuple en soit convaincu dans la tête. C'est pas le système, c'est pas de créer un système, c'est pas de créer des corporations qui va réaliser ça. Les corporations, elles ne sont là que pour aider les hommes à réaliser ce qu'ils ont dans la tête. Alors, s'ils ont dans la tête l'économie libérale, c'est pas la peine. On attend qu'ils se détournent de l'économie libérale. Enfin, dernière conséquence de ce que l'on vient de dire, et qui est aussi très importante et qui est d'une actualité absolument cruciale, parce que maintenant on l'entend partout, voyez, et que les gens viennent de réaliser que de produire, de dépendre d'une production entièrement délocalisée en Chine, ben, ça crée des problèmes épouvantables. Hein. Avant de parler de décentralisation en Chine, avant de parler de concentration en Chine de certaines industries, auparavant, il y avait la concentration de certaines industries sur des grandes mégapoles comme Paris, Lyon ou Lille. Hein. Et la province, eh bien, c'était un désert. Justement, l'industrie avait quitté les petites villes pour se concentrer sur les grandes. L'étape suivante, c'est qu'elle quitte les grandes villes de France
pour aller se concentrer sur des grandes villes chinoises. Donc il faut refaire tout le chemin inverse. Donc non seulement il faut revenir de Chine, mais il faut aller s'installer en province. La production sera peut-être de moindre intensité dans chaque usine, forcément. Mais en revanche, il y aura plus de travailleurs, plus de producteurs, plus de chefs d'entreprise, donc un plus grand pouvoir d'achat pour chaque section de la société. Quels sont les effets les plus directs de l'ordre économique catholique? En permettant aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les PME comme on les appelle aujourd'hui, non seulement de subsister mais de prospérer, l'instauration d'un tel régime se trouve résoudre du même coup une des principales difficultés posées par la renaissance des provinces. Essentiellement décentralisatrice dans ses principes, une organisation par corporation se retrouve décentralisatrice dans ses répercussions. En même temps qu'elle entraîne la multiplication des intermédiaires, la concentration industrielle favorisée par le libéralisme tend à uniformiser et à standardiser la production. Vous achèterez exactement la même cuisine à Marseille qu'à Lille, qu'à Brest ou qu'à Bayonne. Vous allez chez Ikea, les cuisines sont toutes pareilles. Alors que si ce sont des petites structures industrielles provinciales qui les fabriquent, elles y mettront une âme, elles y mettront une particularité régionale. C'est ce qui faisait la richesse de la France autrefois, c'est que justement chaque région, chaque province, plutôt, chaque partie de la France typique, voyez, avait son style de meuble, avait son style d'objet particulier qu'il n'y avait pas ailleurs, etc. Ne serait-ce que pour un couteau ou un canif, quoi de plus fonctionnel, de plus... un canif, c'est un canif. Ah ben non, un canif, c'est pas un canif. Un laïol, c'est pas un opinel. Voyez, et le laïol, il est fabriqué dans une ville en France et nulle part ailleurs. D'ailleurs, ils ont déposé la marque. On ne peut pas imiter les laïols maintenant. Et c'était la fierté des habitants de ce village de produire un canif qui était un petit peu la marque de leur village. Aujourd'hui, évidemment, vous allez dans les grandes surfaces, vous voulez acheter un canif, tous les canifs sont pareils, tous les canifs se ressemblent. Donc c'est cet esprit-là qu'il faut remettre, si vous voulez, en place. Et justement, entre les gilets jaunes et la fausse pandémie actuelle, là, eh bien, on est dans un contexte qui va remettre les pendules à l'heure et qui va pouvoir nous permettre d'expliquer aux gens. Les gens sont ouverts à la compréhension de ce que je viens d'expliquer. Sans oublier qu'en fuyant l'odieuse et inhumaine centralisation industrielle, ce sont tous les problèmes de la condition de vie du travailleur, de son habitat, de son accession à la petite propriété, dont les solutions sont facilitées. C'est-à-dire que les ouvriers, les petits employés, les artisans pourront acheter une petite maison avec un jardin. Et ils seront bien mieux là, à la campagne, dans des villages à dimension humaine, que habiter dans un appartement, dans une tour de 132 étages, où c'est absolument infernal, où il faut prendre le métro pour aller travailler à l'usine, ou faire des heures et des heures de voiture dans les bouchons, dans les périphériques parisiens, vous voyez, ou lyonnais, parce que c'est pareil, hein, ou nantais aussi, parce que c'est devenu la même chose. Et ça, c'est infernal comme vie. Alors que si ils arrivaient par exemple bien à gagner leur vie dans des petites villes de province
ça serait sympathique, ils seraient heureux, ils seraient épanouis, ils auraient justement tout ce qu'il leur faut, à condition qu'ils soient dans une bonne mentalité et qu'ils ne rêvent pas de pouvoir aller en discothèque, mais pas une simple discothèque de campagne là, complètement nulle, hein, non, des grandes discothèques de ville avec des technologies qu'il n'y a pas à la campagne. Ouais. Tant qu'on est dans ce genre de mentalité, la campagne devient mortelle, ennuyeuse, donc on ne pense qu'à une chose, aller en ville pour avoir les distractions de la ville. De même d'avoir des cinémas avec 15 salles, vous voyez, parce que le cinéma de province dans un petit village où il y a 2 salles, c'est nul, il n'y a pas de choix, il n'y a pas assez de films, etc. Tant qu'on sera dans cette mentalité-là, on ne peut rien faire. Les gens, ils partiront toujours vers la ville. Pour établir justement une vie équilibrée, saine et développer les petites entreprises à la campagne, il faut retrouver la bonne mentalité catholique. Voilà. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement une question de régime politique, de loi, hein, ou d'institution. Il faut vraiment un changement de mentalité dans le peuple. Voilà. Il est 3 heures, et bien j'en ai terminé avec mon exposé. 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 Avec mon exposé.